Je m'attendais vraiment à un film clairement anti-Trump, mais d'une manière générale, je trouve que on montre plusieurs facettes du personnage et qui sont finalement au-delà de la caricature qu'on peut faire de Donald Trump, on voit quand même un personnage plus complexe. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Invité un peu spécial aujourd'hui puisque l'on accueille Pierre Bourgois, maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest, spécialiste des États-Unis et auteur l'an dernier du néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. Bonjour Pierre Bourgois, comment vous allez ? Bonjour, très bien, mais ma voix est un peu prise, donc parce que... Ensemble, nous allons donc revenir sur la sortie la semaine dernière de The Apprentice, long métrage qui retrace l'ascension de Donald Trump. Première question toute simple, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Vous l'avez vu ? Oui, alors je l'ai vu et écoutez, j'ai été plutôt positivement surpris dans le sens où c'est toujours pareil, il faut comprendre le contexte du film. Bon, je m'attendais vraiment à un film très 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 clairement anti-Trump. Alors c'est un film clairement qui est à charge contre Donald Trump, mais d'une manière générale, je trouve que on montre plusieurs facettes du personnage et qui sont finalement au-delà de la caricature qu'on peut faire de Donald Trump. On voit quand même un personnage plus complexe et sur ça, j'ai trouvé ça appréciable. Ouais. Et vous avez trouvé Sébastien Stan convaincant dans le rôle de Donald Trump ? Oui, le personnage est vraiment pour le coup très très bien. Enfin, il joue vraiment très très bien le rôle, jusqu'à même prendre certaines mimiques gestuelles, etc. Donc c'est non sur ça. Moi, je suis pas critique de cinéma, mais j'ai trouvé ça plutôt convaincant. Oui. Le film, il met aussi en lumière la figure du coup de Roy Cohn. On nous explique qu'il avait beaucoup d'influence dans la politique américaine de l'époque. Est-ce que son rôle dans l'histoire américaine et aussi dans l'histoire de Donald Trump, elle est aussi importante que le film laisse entendre ? Alors là, c'est là où plutôt là on peut commencer à rentrer dans l'analyse critique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a et je pense que c'est même un parti pris, hein, une loupe grossissante mise sur le personnage de Roy Cohn. Je ne pense pas. Alors, tous les biographes de Donald Trump ont mis en avant ce rôle, évidemment, qui est important, hein, qui est réel. Mais si vous voulez, le film en fait vraiment l'architecte du personnage Trump, sur le fait que c'est ce personnage-là, c'est Roy Cohn qui a vraiment instauré cette motivation sans faille, ce personnage qui devant rien ne recule, qui est capable de contre-attaquer aussi fort. Je pense qu'il a joué un rôle important. Encore une fois, bon, moi je n'étais pas né, c'est les biographes qui le racontent. Je pense que le réalisateur a peut-être, et c'est son parti pris, hein, il a voulu centrer le film autour de ça, autour de ce personnage-là. Je pense qu'il a quand même exagéré ce rôle-là. Le film aussi il rappelle à quel point le contexte des années post-Watergate et Reagan ils sont essentiels dans la construction de Trump. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec ce constat qui dit que Donald Trump pouvait émerger que dans ce contexte des années 70-80 aux États-Unis ? Alors, c'est vrai que un Donald Trump est plus envisageable dans les années 70-80 que dans l'après-crise économique de ne serait-ce que 2008. C'est vrai. Cela dit, les États-Unis ont toujours connu, à différentes échelles, mais ont toujours connu ces self-made men, donc des personnes qui se sont faites par elles-mêmes, même si Donald Trump a hérité de son père. Mais cette idée qu'on a aujourd'hui le cas avec Elon Musk, hein, c'est un peu ça aussi. Cette idée qu'aux États-Unis, mieux qu'ailleurs, il y a ces profils de milliardaires qui se construisent de bas en haut. Bon, oui, je pense que le contexte a aidé, d'autant plus que dans les années 70-80, vous l'avez dit, 80, donc c'est la révolution réganienne, qui permet en effet une libéralisation totale de la liberté d'entreprendre, une baisse des taxes, etc. On a vu que dans le film, on voit très bien que les taxes jouent un rôle important dans la construction du patrimoine de Donald Trump. Bon, pour autant, on peut pas refaire l'histoire, hein, mais que serait un Donald Trump si Donald Trump avait eu 30 ans, 40 ans dans les années 2000? Écoutez, je pense qu'aux États-Unis, plus qu'ailleurs, il y a toujours eu ce climat qui permet à des entrepreneurs d'exister, de se construire. Donc je ne veux pas refaire l'histoire. Par contre, c'est vrai que là où Donald Trump, et on l'a très bien compris dans le film, hein, là où Donald Trump, la force de Donald Trump, c'est d'avoir compris, d'avoir flairé que le New York des années fin 70, début 80 avait besoin de ce type de personnage. Et lorsque Donald Trump achète ses premiers immeubles les casinos par la suite, il comprend et avec un flair, avec un véritable flair d'entrepreneur, il comprend l'enjeu d'acheter ces bâtiments. Parlons maintenant de la sortie difficile du film outre-Atlantique. Hein. Les gros distributeurs américains ont préféré passer la main et c'est finalement Briarcliff Entertainment, un distributeur indépendant, qui a décidé de distribuer le film dans 1700 salles américaines. Quel regard vous portez sur cette difficile distribution du film ?
Bah, elle est assez simple à comprendre. En fait, l'équipe de Donald Trump a menacé enfin, menacé, en tout cas, menace depuis l'annonce de ce film, en fait, de porter plainte. Ils ont attaqué sévèrement les réalisateurs et les producteurs du film. Donc, l'enjeu pour les distributeurs aux États-Unis, c'est évidemment d'éviter le procès. Donc, c'est pour ça que vous avez un distributeur indépendant qui prend le risque. 1 700 salles, c'est pas grand-chose. En fait, c'est plutôt un succès qui va se faire hors États-Unis. Je pense que le film va avoir plutôt dans le climat actuel. Et on peut le dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté, enfin, c'est même pas la question, il y a un côté opportuniste à sortir ce film à ce moment-là. Et donc, le film va marcher, je pense, dans les autres pays, mais aux États-Unis, personne n'a voulu endosser ce risque juridique, je parle, et financier, de sortir un film. On est quand même à 3 semaines de l'élection américaine. Ouais. Donc c'est sûr que dans ce climat-là, un film à la charge de Donald Trump, il faut avoir le courage financier de le faire. Oui, vous le disiez, les équipes de Donald Trump, ils avaient dit donc que le film est une pure fiction qui fait du sensationnalisme avec des faits mensongers qui ont été éclaircis depuis longtemps. C'est pas paradoxal d'avoir des attaques comme ça pour quelqu'un qui se cache bien souvent derrière le premier amendement de la Constitution américaine? Oui, bien sûr, mais après, c'est pas parce que vous avez la liberté d'entreprendre que vous avez la liberté d'entreprendre sans aucun risque. C'est-à-dire que les États-Unis ont la culture de la liberté de parole, de la liberté de création, mais ils ont aussi la culture du procès. Donc évidemment, pour un distributeur qui prendrait le risque de distribuer donc ce film, il faut après assumer les potentielles poursuites et financières. Et quand on sait l'équipe qui entoure Trump sur le plan juridique, il faut avoir les reins solides pour affronter l'armée d'avocats qui va s'abattre sur eux. Donc moi je comprends la réticence de certains distributeurs à lancer le film. Encore une fois, je pense qu'on serait à 2 ans de la campagne, enfin de l'élection, ça serait différent. On est quand même à 3 semaines. Il y a quand même un vrai enjeu. On sait qu'aujourd'hui, l'élection est à 50-50, pour l'instant dans les sondages. Ça va jouer à quelques milliers de voix parfois dans certains États. Euh, voilà, ce film à la charge de Donald Trump, même si je le redis, moi j'ai été plutôt surpris parce que il m'a semblé finalement un peu plus complexe que ce que je pensais. Hmm. Voilà, je pense qu'il faut quand même avoir le courage financier, je le redis, de le faire. Et moi je comprends que dans un contexte comme ça, plusieurs distributeurs aient décidé de pas le faire. Ouais. Lundi, on a d'ailleurs appris que Donald Trump a vu le film. En tout cas, il en a parlé. Il a dit que c'est un film faux et sans classe écrit sur moi, appelé The Apprentice. D'ailleurs, il demandait ironiquement, ont-ils le droit d'utiliser ce nom sans mon approbation, puisque c'était aussi le nom d'une émission qu'il avait dans laquelle qu'il présentait. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment vu le film ou ses équipes qui l'ont vu et qui lui en ont parlé? Écoutez, je vous avoue, je ne sais pas s'il a vu le film. Je pense que c'est tout à fait possible qu'il ne l'ait pas vu et qu'il juge déjà ce qu'on lui a raconté, parce qu'en fait, dans le film, il y a une scène notamment qui est évidemment extrêmement choquante, Ouais, qui fait beaucoup qui parler. est celle du viol contre sa femme, donc. Et donc là, il y a un vrai enjeu juridique, parce que pour lui, s'il ne dit rien, il accepte cette version des faits, qui est qu'il ait violé sa femme. Et voilà, c'est sa posture de dire je l'ai vu, une œuvre sans qualité. D'ailleurs, il souhaite presque le mal au réalisateur. C'est pas surprenant de la part de Trump. Il a toujours eu, alors, pour le coup, le film le montre bien. Il a toujours eu cette culture de je frappe encore plus fort que ce qu'on m'attaque. Donc ils se sont attaqués dans le film. Donc il relance la frappe encore plus forte. C'est du Donald Trump. Mm. Et vous parliez des présidentielles qui arrivent très vite. Vous pensez vraiment que le film peut avoir un impact auprès des électeurs? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En tout cas, très, très, très marginal. Je pense que, de toute façon, les bases ne bougent plus. Les bases pro-Trump qui ne bougent pas, les MAGA ne bougent pas, et la base pro-Hillary ne bouge pas. Ce qui compte, c'est les indécis. De toute façon, le film sera très, très peu distribué aux États-Unis, au vu Ouais. de la taille du secteur cinématographique aux États-Unis. Il sera très, très peu vu, je pense. Et de toute façon, je pense pas que les électeurs indécis changeront d'avis suivant le film. Et d'ailleurs, je vous disais, hein, le film, en fait, montre tous les aspects sombres du personnage, clairement. L'entrepreneur qui ne recule devant rien, même devant des formes de corruption, de pression pour arriver à ses fins, mais donne aussi une autre image, et c'est là où j'étais surpris. Il montre presque parfois un côté, je dirais pas attachant, mais on a cet entrepreneur qui, par exemple au début, il va récolter les loyers, notamment Ouais. de l'entreprise De de son son père. père, en fait. Et on voit que les gens lui claquent la porte au nez, donc il se retrouve sans rien. Il accepte presque de repousser le loyer. Enfin, on voit il dit évidemment, il faut payer you have to pay the rent.
Mais en fait, il y a un côté presque attachant parce que là, on se dit bon, finalement, c'est un personnage normal, etc. Donc, il y a deux facettes qui sont mises en avant. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus complexe Ouais. qu'on pensait. Mais je pense pas que ces deux facettes-là vont influer les lecteurs américains qui, on le redit, hein, c'est une campagne qui se joue tous les jours à autre chose, à d'autres éléments à voir en fait. Il y a les meetings de Trump ou les meetings de Harris qui sont déjà des sources d'informations extrêmement importantes. Ouais. Maxime. Je voulais vous poser la question, moi. Du coup, vous avez dit potentiellement que, du moins aux États-Unis, le film n'aurait pas forcément d'impact sur les élections américaines, vu que les camps sont déjà à peu près établis et ne bougeront pas forcément. Mais qu'en est-il éventuellement de l'impact international que ça peut avoir? On pense notamment aux partis politiques ou au gouvernement actuel qui sont en soutien à Donald Trump. Est-ce qu'il peut y avoir éventuellement un impact sur eux ou sur leur électorat? On pense notamment aussi éventuellement à la montée de l'extrême droite et au nationalisme. Est-ce qu'il y a des gens, même sans forcément un côté cinéphile, qui peuvent éventuellement faire un lien et se dire que ça peut potentiellement être dangereux? Bon, bah, en fait, c'est toujours pareil. Le cinéma et les œuvres audiovisuelles de manière générale influent le public à partir du moment où ils apprennent quelque chose au public. Euh, le personnage Trump est un des personnages les plus controversés ces dernières années sur le plan politique. Vous avez une série Netflix, vous avez une quantité infinie de livres, de vidéos, de podcasts, voilà, d'œuvres qui ont été faites sur Donald Trump. Je dis pas qu'on apprend rien dans ce film. On apprend quand même le jeune Donald Trump. On sait moins sur le jeune Donald Trump que sur les dernières années, évidemment. Donc oui, ça peut changer un petit peu la perception. Mais je vous dis, je pense pas parce que les gens ont déjà une opinion déjà bien tranchée sur Trump. Soit il est honni, soit il est adoubé. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'un film pour se rendre compte, soit des dérives de Donald Trump, soit, si vous êtes supporter de Trump, des qualités de Donald Trump. En fait, on le voit tous les jours. Je veux dire, il fait des sorties dans chaque meeting où il insulte, bon, alors ça, certains migrants. Donc, si vous êtes anti-Trump, vous le saurez davantage en regardant un meeting de Trump qu'en regardant le film. Et à l'inverse, si vous êtes pro-Trump, vous adoubez le personnage, vous trouvez qu'il est charismatique, vous trouvez qu'il rien ne l'atteint, le fight, fight, fight lorsqu'il se prend une balle dans l'oreille Mm. montre sa capacité de résilience. Donc c'est pareil, c'est pas le film qui va vous le montrer. Par contre, je vous disais, pour des gens qui ne connaissent vraiment rien du tout sur le personnage Trump, ça montre un personnage plus complexe qu'on ne le pense. Moi, je trouve que ce film, en tout cas, m'a surpris pour ça. Ouais. On peut ouvrir un peu plus le débat pour terminer sur la présidentielle donc, qui approche. Et récemment, il y a l'acteur Zachary Levi qui s'est manifesté en soutenant publiquement Donald Trump lors d'un meeting. L'acteur a qualifié d'ailleurs sa prise de position de suicide professionnel, la Californie et Hollywood étant traditionnellement démocrates. Zachary Levi a d'ailleurs quitté Hollywood depuis un moment pour s'établir dans un ranch au Texas. À travers cet exemple, est-ce qu'il n'y a pas là un symbole de la fracture qui traverse la société américaine? En tout cas, bon, je vais tourner votre question différemment. Hollywood incarne en fait une forme de fracture américaine. Parce que Hollywood, comme vous l'avez dit, incarne l'establishment culturel américain qui clairement est à gauche. Hein, on va pas, il est à gauche aux États-Unis. Et c'est vrai que on dit souvent que Trump parle à l'Amérique des oubliés, l'Amérique rurale, blanche, loin des côtes. Et c'est vrai que on a le paradoxe. Le paradoxe, c'est comparer, pardon, Hollywood, Los Angeles et les côtes avec l'Amérique rurale. C'est sûr qu'il y a une ligne de fracture. La ligne de fracture, elle est simple. Elle est sur les éléments économiques et sociaux, pardon, sur les éléments culturels. Bon, en fait, on ouvre une discussion sans fin qui est en effet sur. Et je pense qu'il n'y a pas une Amérique. Il y a des Amériques qui ne se côtoient pas, qui ne se parlent plus, qui se détestent, qui ne se fréquentent plus. Et donc, en fait, en effet, Hollywood symbolise ça parce que Hollywood, c'est à la fois le rêve américain, mais c'est aussi cette élite culturelle. On l'a vu hein, lors de la convention démocrate à Chicago au mois d'août. Qui était derrière Kamala Harris? C'était Oprah Winfrey. C'était une multitude d'artistes. Et c'est vrai que on a moins ça du côté de Trump. C'est pour ça que Trump met en avant cette figure qui est plutôt la figure de l'entrepreneur, donc avec Elon Musk. Ouais. Mais il y a un paradoxe aussi parce que Elon Musk, il incarne aussi la Silicon Valley. Donc il incarne aussi la Californie. Mais vous avez La Silicon Valley qui s'est pas mal droitisée ces derniers temps d'ailleurs. Oui, mais pas toutes, parce que vous avez une partie de la Silicon Valley qui est plus à gauche, Zuckerberg notamment, plus à gauche. Vous avez raison, mais en fait, c'est pour ça j'aimais bien la question que vous avez posée sur Hollywood, parce que je pense qu'Hollywood c'est un symbole relativement assez clivant aux États-Unis, parce que tous les Américains respectent Hollywood, c'est le symbole soft power américain. Mais
Mais c'est vrai que il y a Hollywood et il y a l'élite d'Hollywood. C'est pas la même chose. L'élite d'Hollywood qui, par exemple, aujourd'hui juge avec un certain mépris assumé, hein, les films, par exemple, de John Wayne, les Ouais. westerns des années 50, etc. Donc, alors qu'une partie du peuple américain plutôt conservateur est très attaché à ces films de John Wayne, par exemple. Ouais, je comprends tout à fait. Bah, on approche de la fin. Un petit pronostic quand même. Qui va gagner cette présidentielle américaine? Malheureusement, je ne tenterai pas ça. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas prendre le risque, tout simplement parce qu'on est dans la marge d'erreur sur tous les plans. Ouais. Au plan national, on est à 49, 46, 48, 46, ça dépend pour Kamala Harris, mais vous savez qu'au plan national, ça ne veut rien dire, puisque ça va jouer entre États, dans les États clés, pardon. Et dans les États clés, on est vraiment à 50-50, et la marge d'erreur est environ à 2%. Donc, je ne peux pas vous dire. Ce qui est intéressant, et là, c'est là où je vais prendre un petit risque, c'est tout dépend le thème qui va cliver la campagne jusqu'au 5 novembre. On a vu que Kamala Harris avait réussi à instaurer en août et début septembre la thématique de l'économique, donc à se présenter comme la candidate des classes moyennes, notamment. Et là, on voyait que Donald Trump perdit du terrain. Et Donald Trump est en train de reprendre la main en imposant une Mm. thématique qui lui est chère, à savoir la question de l'immigration. Et il a attaqué notamment le wokisme dans son discours à Coachella en Californie. Donc, on va voir qui arrive à imposer son thème de campagne. Si c'est Donald Trump, il est dans, quand on parle d'immigration, il déroule, il connaît la rhétorique par cœur. Lorsqu'on parle d'économie, il est moins à l'aise, j'ai l'impression. Donc on verra. Bon, bah réponse dans un mois alors. Et veuillez m'excuser en tout cas pour ma voix, j'ai survécu à peu près. C'était parfait. Merci beaucoup Pierre Bourgois de nous avoir offert un regard différent du coup sur The Apprentice et d'avoir évoqué avec nous cette présidentielle américaine. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Can she be late for her cinema show? Cinema show.